Bon, je vais pas faire comme tout le monde, vous reparler de 2020, mais ça a été une année où il s'est passé beaucoup de choses, notamment la découverte pour moi de la Formule 1 grâce à la série Netflix. Et oui, désolé, je fais partie de ces gens qui ont plongé grâce à Netflix. J'ai pas juste aimé la série, je me suis mis à suivre les équipes, je me suis mis à suivre les grands prix, des essais jusqu'au qualif, jusqu'au évidemment à toutes les courses, tour après tour, et surtout éviter de se faire spoiler. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne, c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage mes vidéos, je partage ma passion, parce que pour moi c'est un sport qui est fascinant, qui est passionnant, et je pense que c'est le bon moment pour commencer à regarder. Et si tu me crois pas, c'est maintenant que je t'explique. La F1 fête ses 75 ans cette année, c'est énorme pour un sport automobile et ça a tellement évolué au cours de ces 75 dernières années, ce sera l'objet peut-être d'une vidéo un jour, pour l'instant c'est pas le sujet, mais aujourd'hui on est à la fin d'une ère. Non pas des 75 ans, mais de l'ère des monoplaces à effet de sol. C'est-à-dire que depuis 2022, on mettait en place des systèmes aérodynamiques qui se basaient sur un effet de sol. Très rapidement, c'est le fait de plaquer la voiture contre le sol, ce qui lui permet d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus aérodynamique sur le principe. J'ai pas tous les détails parce que je suis pas un expert encore, mais voilà, c'est la fin de cette ère-là. En 2026, on change de dimension aérodynamique, mais surtout de moteur. En 2022 aussi, c'était la première fois depuis pas mal d'années qu'on avait un champion du monde en titre qui n'était plus chez Mercedes. On a eu Max Verstappen qui en 2021 a gagné dans des conditions qu'on connaît face à Hamilton, qui est un petit peu compliqué, on y reviendra peut-être un jour aussi. Mais surtout, c'était le début de l'hégémonie Red Bull. Aujourd'hui, on arrive sur la fin de ce cycle, ça a beaucoup changé. On a eu Ferrari qui était au top à côté de Red Bull, puis ensuite Red Bull qui était seul au sommet. Le retour ensuite de certaines équipes, notamment McLaren qui est venu titiller et même battre Red Bull avec Ferrari juste derrière. Et aujourd'hui, on a McLaren qui est largement au sommet, suivi de Ferrari, Mercedes et Red Bull en dernier. Donc on arrive à la fin d'un cycle et l'année prochaine, tout est possible pour tout le monde. Et justement, en arrivant à la fin de cette ère, c'est le meilleur moment pour découvrir ce que les écuries ont fait de mieux en 4 ans d'existence sur ce modèle-là. Aujourd'hui, il se passe pas un seul Grand Prix sans qu'une écurie ait une opportunité de marquer des points, ce qui n'a pas été le cas tout le temps. On l'a d'ailleurs vu il y a 2 semaines avec le premier podium de Nicole Kinder qui est pourtant dans une Sauber qui raclait les fonds de grille depuis des années et des années. Comme je le disais, en 2026, les voitures et les moteurs changent, donc c'est la dernière opportunité de découvrir un petit peu tout le monde avant que absolument tout soit chamboulé. On a des nouvelles écuries, des écuries qui se font remplacer, une 11e écurie, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Mais assez de parler de l'année prochaine, pourquoi aujourd'hui maintenant c'est le bon moment pour regarder? C'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de répondre. Pour la première fois depuis 4, voire 5, 6, 7 ans, on ne sait pas qui sera le champion du monde à la fin de la saison. L'année dernière, il y avait un petit peu de suspense, certes, mais néanmoins, Max Verstappen avait tellement d'avance que ça paraissait peu probable qu'il perde le championnat, et ça s'est avéré vrai. Cette année, par contre, on a Oscar Piastri et Lando Norris qui sont au sommet à quelques points de différence et qui peuvent tous les deux devenir champion du monde à la fin de l'année. Des batailles en piste, on va en avoir, des stratégies, il va y en avoir, des crashs, il risque d'en avoir parce que quand 2 pilotes sont au coude à coude dans une même écurie, ça frictionne souvent. Bref, le bon moment pour découvrir la F1. Derrière McLaren qui est au sommet du sommet, on a quand même Ferrari, Mercedes et Red Bull qui continuent à se bagarrer. Red Bull, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'a qu'une seule voiture qui est capable de se bagarrer, c'est celle de Max Verstappen, mais on sait de quoi il est capable. Mais à côté de ça, on a quand même chez Mercedes un Kimi Antonelli qui n'est pas si mauvais que ça, même si les 6 derniers Grands Prix n'ont pas été si bons que ça malheureusement. Et on a un George Russell qui est en très très bonne forme. Et de l'autre côté, on a Ferrari avec Lewis Hamilton qui est arrivé cette année et Charles Leclerc, il predestinato, celui qui doit faire gagner la Scuderia. Eux sont quand même dans la bataille, eux se battent pour absolument tous les points pour la 2e place, logiquement malheureusement. Et derrière, on a un milieu de grille, même une fin de grille qui est assez serré, mine de rien, tout le monde est à quelques millièmes de seconde. Dans ce peloton, on a Aston Martin qui se concentre énormément sur 2026, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent depuis des années, mais qui remonte la pente en ce moment. On a eu des meilleurs résultats, un Alonso qui a enfin marqué des points, ce qui était un peu une incompréhension depuis le début de l'année, un Lance Stroll qui marquait tous les points de l'écurie, ça n'avait pas vraiment de sens quand on regardait vraiment ce qui se passait sur la piste. On a aussi Racing Bulls, la petite sœur de Red Bull, qui a 2 voitures plus stables a priori que chez Red Bull, puisque les 2 voitures se qualifient généralement dans les 10 premières places, ce qui est quand même une bonne performance pour un milieu de peloton. Et on a un Isaac Hadjar, notre français, qui est exceptionnel, qui a eu un petit coup de mou là aussi, mais qui continue à assurer bien fort depuis pas mal de temps.
Et on a aussi Liam Lawson éjecté de Red Bull pour revenir chez Racing Bull où ça se passe quand même beaucoup mieux et pareil, on essaie de marquer des points tous les week-ends. On a aussi Williams qui se débrouille vraiment très bien grâce à Carlos Sainz et Alex Albon, tous les deux des pilotes d'expérience qui ont fait preuve de beaucoup de maturité depuis des années, notamment Carlos Sainz qui a eu la chance d'être chez Ferrari et qui a du coup gagné des grands prix, donc c'est pas rien, et qui est en train de se reconstruire. Honnêtement, les résultats des dernières années sont assez improbables par rapport à ce qu'on attendait ou ce qu'on n'attendait plus finalement de Williams. Et on a également la surprise du moment, celle qu'on n'attendait pas vraiment en réalité, c'est Kik Sauber qui revient aux avant-postes, qui marque des points, qui a fait un podium. Je ne sais pas si vous réalisez, Sauber qui fait un podium, c'est comme si demain, la SSE revenait dans le top 3 de la Ligue 1. C'est improbable. Et pourtant, je m'y connais pas en foot et je réalise à quel point c'est improbable. C'est en plus leur dernière année en F1, puisque l'année prochaine, c'est le projet Audi qui va prendre sa place et ça promet beaucoup, en tout cas pour l'avenir de Audi en F1. As, putain, j'ai oublié As. As F1 Team avec notre français Esteban Ocon à côté de Oli Biermann. Des débuts qui sont très compliqués, qui sont toujours pas très rassurants en qualification, mais par contre des dimanches qui se passent plutôt bien, notamment pour le français qui arrive à maximiser, c'est normal, c'est le pilote d'expérience dans l'équipe et Oli Biermann n'est vraiment pas mauvais derrière et il continue à se battre pour des points tous les week-ends quand même. Et enfin, Cocorico, la bonne dernière malheureusement, c'est Alpine qui n'a plus grand chose de français puisque les moteurs ne seront bientôt plus produit par Alpine mais par Mercedes l'année prochaine. L'écurie est vraiment au bout du bout. Récemment, notre troisième français de la grille, Pierre Gasly, a dit qu'il n'y aurait pas de changement et pas d'espoir de faire beaucoup mieux dans l'année si ce n'est lui qui pilote bien. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Alpine, d'avoir un pilote qui assure et derrière un Franco Colapinto qui revient un petit peu parce que l'année dernière, il a fait un très bon début chez Williams en remplacement, mais malheureusement ça ne suit pas. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de s'il ne va pas être remplacé d'ailleurs par Valtteri Bottas, le mec au mulet qui monte son cul, on peut le dire. Et pour faire le lien avec la première partie où je vous parlais un peu plus de pourquoi c'est la fin d'une ère et que l'année prochaine tout va changer, et bien justement ce classement à la fin de l'année, le classement des écuries, va déterminer potentiellement pas mal de choses sur l'année 2026. Le dernier aura forcément plus de temps de soufflerie que celui qui finira premier au championnat. Et inversement, par contre, les premiers auront une prime plus importante que les derniers, ce qui paraît assez logique. On essaie d'avoir un rééquilibrage des forces en faisant ça. Pas sûr que ça fonctionne, parce qu'on sait qu'il y a des écuries qui ont l'air plus en avance que d'autres, notamment Mercedes qui est annoncée comme la grande gagnante de ce nouveau moteur 2026. Encore une fois, dur de savoir ce qui va se passer réellement. Et ça veut dire donc que dès cette année, les écuries vont consolider les bases de la compétitivité de l'année prochaine. Enfin, loin de moi de cracher dans la soupe, Drive to Survive m'a beaucoup apporté pour entrer dans ce monde, mais néanmoins, Drive to Survive, ce n'est pas la F1, il se passe beaucoup plus de choses. Les radios que vous entendez ne sont pas forcément au bon endroit, les courses ne se passent pas comme ils vous le montrent. Bref, il y a tellement plus à voir en regardant la vraie F1. Que ce soit des stratégies, que ce soit des dépassements, que ce soit des radios, que ce soit de l'humain, rien de Drive to Survive ne vous fera vivre et comprendre réellement à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Regardez-moi, je ne suis absolument pas passionné d'automobile de base, j'y connais absolument rien, je sais que j'ai une C3, c'est déjà très bien, mais force est de constater que j'ai complètement adoré regarder la F1, que c'est quelque chose que j'ai envie de suivre encore et encore, je suis sur tous les réseaux, absolument tout, et je trouve que le côté humain, le côté mécanique, le côté sportif et cette ambiance de manière générale est assez exceptionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vraiment compliqué de comprendre la F1. Vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne, j'ai pas demandé dans la première vidéo, mais voilà, c'est des choses que je vais essayer de faire sur la chaîne, vous expliquer pourquoi les Grands Prix étaient exceptionnels, pourquoi ils étaient moins bien, ça arrive aussi, et surtout vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement derrière une course simple. Et j'en profite aussi pour vous parler de ma chaîne Twitch, que je vais essayer de caler un petit peu près par là, ça c'est original, où je vais essayer de réagir le plus souvent possible, mais dans la mesure du raisonnable bien sûr, au GP en live pour essayer d'expliquer ce qui se passe si vous avez envie de suivre ça avec moi et d'interagir avec moi, de poser vos questions. En bref, pourquoi regarder la F1 dès maintenant? Tout simplement parce que cette année, il y aura un nouveau champion du monde, il y a une écurie mythique en la personne de Sauber qui va quitter le plateau, on aura 2 nouvelles équipes l'année prochaine, Audi et Cadillac, 2 constructeurs, ça promet énormément. Et enfin, c'est un sport génial. Je peux pas vous dire mieux. Bref, je vais pas vous dire que c'est maintenant ou jamais pour plonger dans la F1, mais maintenant c'est le bon moment, parce qu'à partir de l'année prochaine, tout va changer.